Donc merci d'avoir invité le REPOP pour faire cette petite présentation des données rétrospectives qu'on a recueillies dans le système d'information du REPOP mis en place il y a longtemps. Alors vous allez voir, les données ne remontent pas aussi loin parce que finalement la qualité du recueil des données il y a 20 ans n'était pas si bonne que ça. Donc le parcours REPOP IDF, c'est un parcours qui concerne les enfants et les adolescents jusqu'à 17 ans, situation d'excès de poids. C'est un parcours qui dure 2 ans avec des consultations médicales, de diététique, des consultations psychologiques. Et au cours de ce parcours, on fait un recueil structuré d'un corpus, d'un certain nombre de données qui sont et qui ont été hébergées jusqu'en 2025 par la compagnie Open Health. Et c'est à l'occasion d'une transition vers un autre hébergeur de données de santé qu'on a décidé d'exploiter la base recueillie jusque-là. Le REPOP, c'est une association loi 1901 qui a 25 ans quasiment, qui a été créée en 2003 au moment de la création des réseaux de santé et qui est financée par l'ARS. Ça marche comment ? Donc cette étude-là, elle va vous montrer des données uniquement descriptives et très préliminaires entre 2011 et 2024. Parce que l'ensemble de ces données, après, elles vont faire l'objet de travaux d'analyse plus poussés pour des thésards en médecine. Alors, on va commencer par les données socio-démographiques. Donc, l'âge de nos patients suivis depuis 2011, c'est à peu près 11 ans. Et ce qui m'a amusé en regardant ces données rétrospectives, c'était la répartition filles-garçons, puisqu'on a quasiment 60% de filles suivies dans le REPOP sur 5500 patients. Je vous ai pas signalé qu'il y avait cette cohorte regroupée 5500 patients. Et le fait d'avoir plus de filles que de garçons, j'ai regardé un petit peu pourquoi on avait ça. Alors, il y avait eu une étude rétrospective faite par les REPOP en 2018 et il y avait déjà 60% de filles dans cette cohorte décrite. Sur des données de la DREES, il est décrit, en tout cas dans les données recueillies par l'éducation nationale, un taux d'obésité chez les filles un petit peu plus que chez les garçons, ce qui n'est pas le cas quand on regarde très très largement dans la population d'enfants en situation d'obésité. On est plus sur du 50-50, ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc on s'est vraiment posé la question de pourquoi plus de filles que de garçons intègrent le DIS. Enfin, je me suis posé la question, j'ai pas la réponse d'ailleurs. Pourquoi plus de filles intègrent le REPOP que les garçons? Alors peut-être que cette pression sociale sur les filles, elle existe déjà pour déjà là. Voilà pour cette diapo. Pour ce qui est du contexte, on va dire socio-économique, ça a été dit tout à l'heure aussi, on n'a pas de critères de vulnérabilité particulièrement marqués dans notre cohorte. Je te laisse regarder. Voilà, on n'a pas de critères de vulnérabilité très marqués. Pour ce qui est des données médicales à l'inclusion, alors on retrouve une prédisposition familiale extrêmement importante qui se retrouve bien sûr aussi chez les parents avec une prédominance chez la maman, un IMC élevé chez la maman. Je reviens. Le Z-score IMC à l'inclusion, on voit qu'il évolue au fur et à mesure que le temps passe, avec aujourd'hui un Z-score IMC moyen à l'inclusion qui est 2,78 et moyen sur l'étude de la cohorte à 2,64, avec 43% d'enfants. Ça regroupe ce qu'on disait au début, la majorité de nos enfants suivis, ils ont 11 ans, donc 11 ans, 14 ans, c'est la majorité de notre cohorte. Ce qui était assez intéressant, alors c'était étonnant que cette donnée soit recueillie de façon si structurée, c'était la présence de troubles psychologiques déclarés à l'inclusion et l'existence déjà d'une prise en charge psychologique ou psychiatrique à l'inclusion. Et ce qui est assez
poignant, c'est que beaucoup d'enfants beaucoup de familles déclarent que leurs enfants ont déjà des troubles psychologiques au moment où ils contactent le REPOP. Vous voyez, les enfants de 15 ans et plus, 39%, dont d'ailleurs 34% qui ont déjà un suivi psychologique et ou psychiatrique au moment de l'inclusion. Alors que quand on regarde un petit peu la littérature, c'est noté que les enfants en situation d'obésité sont bien plus touchés par la dépression et l'anxiété que les enfants pas en situation d'obésité. Et les chiffres qu'on a sont quasiment équivalents à cette grosse étude qui avait été faite. Voilà. Alors, on a regardé comment on pouvait un petit peu mieux décrire comment on pouvait un petit peu mieux qualifier la situation d'obésité des enfants à l'inclusion. Alors, vous voyez que là, on a vraiment diminué le chiffre de patients qu'on a pu regarder parce que finalement, ces données-là n'étaient pas très très bien remplies dans le système d'information. Donc sur 656 patients dont on avait les données à l'inclusion, 65% d'entre eux avaient une obésité précoce, donc qui avait dépassé le seuil IOTF30 avant l'âge de 6 ans. Et sur les 964 patients pour lesquels on a cette donnée à l'inclusion, le rebond d'adiposité est avant 3 ans. Voilà, donc on peut qualifier, on peut un petit peu mieux décrire notre population qui est probablement composée d'enfants en situation d'obésité sévère avec un Z-score IOTF au-dessus de 2,7 comme on l'a vu tout à l'heure, et des patients en situation d'obésité précoce. Pour ce qui est des parcours REPOP en eux-mêmes, c'est passé très très vite d'un coup. On a regardé un petit peu quelle était l'orientation de ces patients à l'arrivée dans le REPOP. Donc la bonne partie d'entre eux étaient orientés par le médecin traitant et ou par un médecin spécialiste. Tout ce qui est scolarité, éducation nationale, PMI, ça représente aussi un enfant sur 5 qui est orienté dans le REPOP. Et finalement, ce qu'on peut voir, c'est que seul un enfant sur 5 et sa famille viennent spontanément contacter le REPOP, ce qui nous permet de questionner effectivement la temporalité des patients et des familles lorsqu'ils nous contactent pour une prise en soin. Et ça, c'est important parce que ça peut potentiellement définir la qualité du parcours qu'on leur propose. Les consultations médicales, on en a réalisé plus de 22 000 entre 2011 et aujourd'hui. Le nombre moyen de consultations médicales par patient est de 4. Beaucoup de patients ne vont consulter qu'une seule fois, donc n'ont que cette consultation initiale de bilan. Et puis après, ça s'étiole dans le suivi, parce qu'on leur en propose théoriquement 12, mais très peu finalement vont loin dans le suivi médical. De façon concomitante au nombre de patients qui contactent le REPOP, on a un nombre de premières consultations qui s'élève bien évidemment. Et le fait que le nombre de consultations diminue, on se trouve devant une limite à laquelle il va falloir qu'on réfléchisse. Est-ce que finalement le parcours qu'on propose, il est pertinent au regard de la demande? Est-ce qu'on a beaucoup de nouveaux patients et pas assez de professionnels vers qui les orienter et vers qui ça se passe bien pour une alliance thérapeutique? Donc ça, c'est des questions auxquelles on va devoir réfléchir. Pour ce qui est du suivi diététique, beaucoup de patients sont... un patient sur 5 est orienté en évaluation diététique. Et puis ce suivi diététique, vous voyez, c'est un petit peu comme la consultation médicale, il finit par s'étioler au cours du temps. Et chaque patient va en moyenne à 3,5 consultations au cours de son parcours. Et puis, comme pour les consultations médicales, on arrive un petit peu à un plateau. Donc, est-ce qu'on est un petit peu à nos limites pour orienter vers des diététiques en ville? C'est possible. Pour la consultation psychologique, c'est un petit peu les mêmes constats avec des patients, à peu près un patient sur 5 qu'on oriente en évaluation psychologique. Alors bien sûr, là, il y a un petit peu moins de patients concernés, mais des patients qui ont 2, 3, 4, 5 consultations, finalement, il y en a
il y en a pas mal. Quand ils s'engagent dans leur suivi psychologique, ça perdure, mieux qu'en tout cas auprès du médecin, auprès du diététicien. Alors 8, c'est notre cible, hein, c'est 8 consultations psychologiques qui sont remboursées, ils sont prises en charge sur des forfaits dérogatoires par l'ARS pour des consultations psychologiques. Et on a un patient sur 10 qui fait ces 8 consultations, avec les mêmes limites que précédemment indiquées. Alors, si on regarde des chiffres sur le nombre de patients pour lesquels on avait suffisamment de données pour évaluer l'évolution du delta Z-score de l'IMC, on a ces résultats-là. Donc, l'évolution, le delta Z-score IMC moyen est de 0,11. Alors, j'ai pas l'écart type. Bon, c'est pas très grave, ça fera l'objet d'études ultérieures. Et pour interpréter l'évolution de ce delta Z-score, j'ai regardé ce qui se faisait un petit peu dans la littérature, et ce qui est dit communément, c'est qu'un delta Z-score qui diminue de plus que 0,25, on parle d'une amélioration, un delta Z-score entre 0,25 et plus 0,25, une stabilisation, une dégradation au-delà de 0,25, et pour tous les delta Z-score entre moins 0,1 et plus 0,1, finalement c'est un petit peu ce qu'on est, finalement, c'est attribué à des variations dans une marge d'erreur de mesure et de variabilité naturelle de croissance. Donc, ça va être difficile de conclure ce qu'on fait vraiment en termes d'efficacité sur le delta Z-score de l'IMC dans le REPOP. En revanche, ce qu'on peut regarder, ce qui est assez intéressant, c'est que 64% des patients pour lesquels on avait des données, 65% des patients pour lesquels on avait des données, on est dans cette zone dite de stabilisation, avec un quart d'eux qui dévisse, entre guillemets, un petit peu, qui s'améliore. Et finalement, plus ils sont pris tardivement dans les parcours, plus la tranche de stabilisation s'accélère, enfin s'agrandit. Donc c'est assez intéressant de constater cela. Ce que je voulais vous dire, voilà, il y a une grosse part d'amélioration chez les enfants petits. On pourrait se poser la question si ce sont des sujets plus... si ces enfants petits sont plus sujets à l'intervention de l'entourage, très probablement. Une meilleure stabilisation du Z-score au fur et à mesure que l'âge augmente. Et puis un taux de réussite global, si on veut additionner amélioration et stabilisation, qui est croissante de la prise en charge dans les tranches d'âge prise en charge plus tardivement. Donc ça, j'ai trouvé ça relativement intéressant à voir. Alors, pour regarder un petit peu aussi ce qui se passait dans les autres cohortes multidisciplinaires, voilà, on est à peu près identiques. Mais tout ça pour dire que sans évaluation à long terme, on est peu pertinent sur ces chiffres-là. On a toujours cette référence qui avait été décrite dans un suivi à trousseau sur un tiers s'améliore, un tiers se stabilise, un tiers s'aggrave. Et puis bien sûr, on peut toujours aussi se questionner, ça c'est de l'auto-critique, on va dire, sur le corpus des données recueillies. Elles sont toujours très quantitatives, ciblées sur l'évolution de la corpulence, sur l'adhésion à un suivi centré sur le poids. Et donc, on élude tous les impacts potentiellement positifs, surtout si on regarde l'état dans lequel ces patients arrivent au moment des débuts de prise en charge. Et on élude aussi les impacts négatifs liés à la focalisation sur la corpulence, au choix alimentaire, à la sédentarité, en augmentant potentiellement des risques de développer, par exemple, un TCA. Et la dernière diapo que je voulais vous montrer, c'était vraiment pour vous dire que cette stigmatisation, enfin en tout cas se focaliser sur la sédentarité, en fait cette diapo elle montre que les enfants, en fait les jeunes qu'on suit, en tout cas dans le REPOP en situation d'obésité, sont pas du tout éloignés du temps constaté d'utilisation des écrans dans l'ensemble de la population. Donc nos patients sont des patients normaux et il ne faut pas leur coller l'étiquette de patients paresseux, parce que c'est pas pour ça qu'ils sont obèses. Merci beaucoup.